Cette histoire est très frustrante et montre comment certaines bavures peuvent se révéler dramatiques. Je vais maintenant vous parler d'un cas qui m'a particulièrement touchée. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on ne fasse pas de généralité, s'il vous plaît, à propos des forces de l'ordre dont le but premier est avant tout de faire régner l'ordre public et d'appliquer la loi. En effet, ils sont trop souvent accablés et stigmatisés, alors j'en appelle à votre compréhension et à vos capacités de jugement, ce dont vous êtes largement pourvus, je vous fais confiance. La nuit du 1er août 2018, Éric Thorel, un jeune homme de 20 ans, se glisse hors de chez lui. Et malheureusement, ce fut sa dernière escapade nocturne. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Je suis Nathalie Katz, j'étudie la criminologie, car j'aime traiter d'affaires inconnues dans le YouTube francophone. Alors si ça t'intéresse, rejoins nos rangs, ça me ferait très plaisir. Et abonne-toi, sinon Poupie viendra te grignoter les pieds. Gigi. Et abonne-toi, sinon Poupie viendra te grignoter les pieds. Et elle plaisante pas. Il fait le fou, ce chat. Et Lei viendra en renfort. Alors, je me rends compte que je n'ai pas présenté l'autre personnage principal de ma chaîne, qui est Lei le paresseux, qui d'ailleurs a des fans, qui demandent de ses nouvelles parfois. Donc franchement, je pense à ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne. Ils doivent vraiment me prendre pour une folle en train de parler de ses peluches. Mais pour l'heure, voici le générique. Mais franchement, il est fou. Je te laisse avec mes comptes TikTok et Instagram. Mais pour l'heure, voici le générique. Je vous emmène en Suède, à Stockholm, quartier de Vasastan. Stockholm est la capitale de la Suède, située sur un vaste archipel de la mer Baltique comprenant 14 îles et plus de 50 ponts. Connue pour ses rues pavées et bâtiments ocre de la vieille ville, Gamla stan et les aurores boréales. D'ailleurs, le mois d'octobre est le meilleur pour les observer, ainsi que le mois de février et mars. J'ai la légère impression de travailler dans une agence de voyage. La ville abrite aussi le musée Nobel, consacré au prix Nobel. Logique. Éric Thorel est décrit comme quelqu'un d'extrêmement gentil. Et il a quelque chose en plus, car il est atteint de trisomie 21. La trisomie 21 résulte d'une anomalie chromosomique. Normalement, l'homme possède 46 chromosomes organisés en 23 paires. Eh bien, chez la personne atteinte de trisomie, il y a 3 chromosomes 21. La trisomie 21 se traduit principalement par une déficience intellectuelle, généralement légère à modérée, des troubles de la croissance et une insuffisance de la tonicité musculaire associée à une hyperlaxité ligamentaire. Définition du site Personnage et de l'Institut Jérôme Lejeune. Donc chez Éric, il y a un impact autant physique que psychologique, car à 20 ans, il a l'âge mental d'un enfant de 3 ans. En plus de cela, il a un certain degré d'autisme. Alors l'autisme est un handicap, car oui, il existe différents degrés dans l'autisme. Selon Autisme Info Service, l'autisme est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de trouble du spectre de l'autisme, TSA. C'est un trouble neurodéveloppemental et les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Les symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral. Les personnes autistes perçoivent donc le monde d'une manière différente que les personnes dites neurotypiques. Le TSA, trouble du spectre de l'autisme, affecte par exemple le développement de l'enfant dans la communication, le langage, la compréhension, le contact visuel, mais aussi dans les interactions sociales, dans la perception, compréhension des émotions, les jeux et le comportement. Et tout cela empêchait Éric de s'exprimer correctement. Et le seul mot qu'il pouvait dire à 20 ans était « maman ». Alors si je trouve ça hyper attendrissant, j'imagine qu'au quotidien, cela ne devait pas être facile. Surtout que cela devait être extrêmement frustrant pour lui de ne pas se faire comprendre d'une part, mais cela devait être extrêmement fatigant pour ses parents de s'occuper d'un enfant en bas âge dans la peau d'un adulte. Il fallait donc par conséquent être très vigilant, attentif et aux petits soins avec Éric, d'autant plus que ce dernier n'avait aucun sens du danger, donc il ne pouvait pas assurer seul sa protection. Et cette lacune sera malheureusement très importante pour la suite de notre histoire. On s'occupait donc de près d'Éric qui restait constamment chez lui. Je pense que c'était par sécurité, à cause de sa condition. A posteriori, et je sais que c'est peut-être facile de dire ça vu de l'extérieur, mais je pense que si Éric avait eu plus l'habitude de sortir, tout ceci ne serait pas arrivé,
car Eric semblait frustré de ne pas avoir accès assez souvent à l'extérieur et de ne pas explorer l'extérieur comme les autres enfants, ou plutôt comme les autres adultes du coup. Mais on ne peut pas juger les parents qui ne pouvaient peut-être pas le faire garder constamment, vu qu'il nécessitait une attention constante, et ne parvenaient peut-être pas à le gérer seul dehors, et devaient déjà être aux petits soins avec lui, et cela devait être contraignant autant pour eux que pour Eric. Ils ne devaient certainement pas le laisser sortir seul sans surveillance, comme n'importe quel jeune de son âge. Alors c'est peut-être cela qui a motivé le jeune Eric, la nuit du 1er août 2018. Eric entreprend de sortir par la porte d'entrée seul dans la nuit. Alors je me demande comment il a pu le faire seul sans que personne ne le remarque, mais peut-être que les parents dormaient profondément. Et peut-être que la porte était tout simplement déverrouillée ou alors la clé se trouvait sur la porte. Car en fait, ce n'était pas la première fois qu'Eric sortait tout seul dans la nuit. Il s'était déjà glissé hors de chez lui sans que personne ne le remarque. Le problème, c'est qu'Eric va saisir le pire jouet possible pour une escapade nocturne, un pistolet en plastique. Le lendemain matin, au petit matin, la maman d'Eric se rend compte que son fils n'était plus dans sa chambre. Paniquée, elle réveille son mari et contacte immédiatement les autorités. Ils le décrivent alors physiquement et mentalement, que ce n'était qu'un jeune homme avec l'âge mental d'un enfant, qui plus est un enfant en bas âge, et que donc sa disparition était très inquiétante. Rappelez-vous, lorsque un enfant disparaît, surtout un enfant en bas âge, chaque heure compte. D'ailleurs, les parents sortent eux-mêmes à la recherche d'Eric, car ils n'avaient pas dû faire des kilomètres et des kilomètres dû à sa condition mentale. C'était assez rassurant en un sens, car ils étaient persuadés qu'Eric n'était pas bien loin, finalement. Mais ils étaient loin de savoir ce qui s'était réellement passé. Le lendemain matin, à 4 heures, 3 policiers sont mobilisés pour trouble à l'ordre public dans une résidence. Ils n'avaient aucune idée à ce moment-là qu'ils allaient faire une grossière erreur. Mais comment blâmer dans ces cas-là les habitants qui avaient fait ce signalement? Ils avaient vu un individu brandissant une arme à feu et se comportant de façon menaçante. Lorsque les officiers se rendent sur les lieux, ils aperçoivent l'homme armé. Ils lui demandent d'abord de déposer son arme afin d'éviter de faire des blessés. Mais ils ne reçoivent aucune réponse de la part de l'homme armé. C'était comme si l'homme faisait semblant de ne pas les entendre. Il réessaie de s'écrier « Déposez votre arme !» mais en vain. La personne faisait la sourde oreille. La police, qui devait agir rapidement, ouvre alors le feu. Alors pas une balle ou deux, mais plusieurs coups de feu. 25 tirs en tout, ce qui est énorme. C'était l'enfer, ont dit les témoins. Et vous l'aurez compris, j'ai presque pas besoin de dire son prénom, il s'agissait d'Eric, comme vous l'aurez aisément deviné. Et le jeudi matin, à 5h45, on constate le décès du jeune homme. Les réactions en Suède vont être nombreuses. Et je pense que c'est à l'image de votre propre stupéfaction, mais en amplifié, car dans son pays, des veillées vont être organisées en l'honneur de Eric, ainsi que des actions commémoratives. Cela a suscité aussi le mécontentement parmi les Suédois qui ont demandé de remettre en cause le recours aux armes à feu, ou plutôt aux tirs à violence meurtrière, comme moyen de répression. Donc le fait de faire régner la loi tout en l'outrepassant, car ils ont fait un meurtre selon eux, c'était tout bonnement incompatible. Alors j'essaie de préserver une vision neutre afin de rendre mon récit le plus objectif possible pour que tout le monde puisse se forger un avis. En 2018, le taux de personnes abattues par les forces de l'ordre a augmenté. 6 décès par an, c'est plus que dans les autres pays qui comptent pourtant plus d'habitants, comme par exemple le Royaume-Uni. Et bien entendu, les médias ne vont pas tarder à s'emparer de l'affaire. Les autorités vont alors se défendre de cet acte de répression en disant qu'Eric était armé. Bien que c'était un jouet, il n'était pas censé le savoir au vu de son comportement étrange et menaçant. De plus, il représentait un danger pour les autres car il avait été signalé en amont. Et d'autre part, il n'avait pas réagi à leurs avertissements pour déposer son arme, en plastique quoi. Mais la mère d'Eric, Katarina, va contredire cette déclaration en soulignant que son fils était atteint du syndrome de Down, donc de trisomie 21, et qu'il était en plus de ça autiste. Du coup, il n'était pas responsable de ses actes, car il était trop adorable pour être cruel. En réalité, c'était un véritable nounours, selon elle. Et tout ce qu'il savait faire, c'était que des câlins et des bisous. Je la cite.
Il ne représentait pas du tout un danger pour la société selon Katharina. Et pourtant, selon les médias, les policiers ont tiré 3 fois dans l'estomac d'Eric. C'était donc des tirs mortels. Et après autopsie, il est ressorti que 2 balles étaient nichées dans son dos, ce qui veut dire que Eric tournait le dos à la police lorsqu'ils ont tiré. Il fuyait peut-être à ce moment-là dans une direction opposée. Mais on reviendra là-dessus par la suite, ne vous inquiétez pas. Et il y a également une divergence entre ce que la police a déclaré et ce que l'autopsie a révélé. Et si Eric représentait réellement un vrai danger, l'une des balles qui s'est révélée mortelle avait été tirée dans son dos. Donc à ce moment-là, il ne s'agissait pas de légitime défense, vu qu'il leur avait tourné le dos. Et ça va être très important par la suite. Cela montre également que les déclarations des policiers n'avaient pas été claires. Il y avait donc a priori des doutes sur les déclarations des policiers sur place. Ceci a donc nécessité une enquête et les 3 policiers impliqués ont été mis à pied. Après enquête, cependant, on donne raison aux policiers car ils n'avaient aucun moyen de connaître au préalable la condition d'Eric et son profil au préalable. Déjà le fait de savoir qu'il était atteint du syndrome de Down et d'autisme, que son pistolet était en plastique. Donc, dans le doute, en gros, ils ont tiré conformément à leur formation, c'est-à-dire éradiquer toute menace le plus efficacement possible, être offensif pour éviter toute tentative d'intimidation. Mais on peut relever la façon de neutraliser qui a été assurément mortelle et le type d'arme utilisée par la police. En effet, la dilatation des balles utilisées par les policiers provoquait une réaction mortelle. On peut souligner la radicalité de la méthode. Et puis de plus, Eric a été touché dans le dos. Se détournait-il de la police car il a eu peur? Présentait-il réellement une menace à ce moment-là? Y avait-il une raison pour continuer à tirer 25 fois? Je me demande également s'ils ont pensé à ce moment-là qu'Eric représentait une menace pour d'autres personnes, s'il allait courir pour tuer des personnes. On peut également se demander si la police a suivi à la lettre toutes les étapes de procédure de prévention de menaces, alors même qu'Eric leur tournait le dos. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'acharnement? Les policiers ne sont finalement pas sortis indemnes, car 2 des policiers ont été accusés de négligence et d'inconduite, et bien sûr, l'autre a été accusé d'homicide. Mais lors de l'audience, on va connaître un peu plus de contexte sur ce qu'il s'était passé. En fait, le jour de la mort d'Eric, la police recherchait activement un suspect dangereux. En apercevant Eric, ils ont alors été alertés. Alors en fait, le suspect qu'ils recherchaient avait violemment agressé sa compagne et avait menacé de la tuer. Donc voyant Eric avec une arme, ils l'ont pris pour ce suspect en cavale. Ils n'ont donc pas réfléchi. Et comble du comble, il se trouve qu'à ce moment-là, le suspect avait en fait été arrêté et incarcéré, chose qui n'avait pas été communiquée à ces 3 policiers. Peut-être que ça n'avait pas été répertorié à temps dans leur fichier et ils n'avaient pas eu l'information. Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus frustrant. Avant le meurtre d'Eric, les parents du jeune homme avaient signalé à ces 3 policiers qu'Eric avait disparu. Et les policiers, en voyant le jeune homme armé d'un pistolet en plastique, n'ont pas fait le lien, malheureusement. Il y a aussi des problèmes liés aux déclarations de la police. Aucun ne se mettait d'accord sur la position exacte d'Eric au moment des tirs, ainsi que sur son comportement. Aucun ne se mettait d'accord sur l'endroit où ils avaient tiré. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu oublies comme ça en un claquement de doigts. Tirer sur quelqu'un n'est pas quelque chose d'anodin. On ne fait pas ça tous les jours. Enfin, j'espère pour vous. Les policiers se justifient également en disant que les forces de l'ordre devaient prendre des décisions rapides afin de protéger la population, et ça se compte en fractions de secondes. Donc ils n'avaient pas plus réfléchi que ça et pensaient avant tout à éradiquer la menace le plus vite possible. Leur but était donc de protéger avant tout. En 2019, la décision du tribunal tombe comme un couperet. Les policiers sont acquittés des charges retenues contre eux, à savoir négligence et homicide. Le juge a donc tranché. Il n'y a pas eu de bavure. Et après ce verdict, les policiers ont donc pu retrouver leur poste et ont repris leurs fonctions, au grand désarroi de la famille d'Eric. La mère d'Eric, Katharina, dit qu'ils étaient complètement détruits et ne pouvaient pas croire que cette situation était réelle, tant ils étaient choqués. Et elle ne comprend pas comment c'est possible, et peut-être que vous y aviez déjà pensé, qu'on ne lui a pas plutôt tiré une balle dans le pied.
et que c'était impossible de prendre son fils comme quelqu'un de réellement déterminé à tuer, tant il était adorable. Cette affaire souligne le fait qu'il y a encore énormément de choses à améliorer dans le traitement des personnes à déficience intellectuelle et développementale, et beaucoup ont demandé à la suite de ces événements une réforme concernant le protocole d'action et d'intervention de la police en cas de force majeure. Eric est donc décédé des conséquences d'un simple jouet en plastique. Et si la situation et sa propre personne avaient été mieux évaluées, le jeune homme serait peut-être toujours en vie à l'heure actuelle. La maman d'Eric dit que c'était la personne la plus merveilleuse et aimante du monde. Le tribunal de Stockholm a donc acquitté les 3 policiers qui avaient tiré sur un jeune homme trisomique 25 fois, alors même qu'il jouait avec un pistolet jouet. Après avoir inculpé les 3 policiers pour négligence et mauvaise conduite dans les événements qui ont conduit à la mort du jeune Eric Torel, le tribunal n'a pas été en mesure d'établir avec certitude la responsabilité de la police. Et donc, si la police avait eu tort de recourir à la force meurtrière. Seulement, cette affaire donne lieu à plusieurs interrogations. D'une part, la personnalité d'Eric. Sa mère assure que c'était un gros nounours. Et en plus, avec l'âge mental d'un enfant de 3 ans. C'était quelqu'un d'inoffensif. Alors comment avait-il pu représenter une menace face à la police ? Évidemment, si on fait abstraction de son pistolet en plastique. De plus, les témoignages de la police étaient flous quant à sa position exacte et à ce qu'il faisait pendant qu'il tirait. Et la façon de tirer sur lui, dans le dos, ne semble pas répressive. Si Eric les fuyait, il ne représentait pas un danger pour eux. Et puis cela montre qu'il ne s'agissait pas de légitime défense de la part des policiers. D'où les inculpations premières des procureurs. Enfin, et cela m'apparaît comme le point le plus gravissime et frustrant de cette affaire, les policiers avaient été prévenus peu de temps avant la mort d'Eric de sa disparition. Un jeune homme qui avait l'habitude de faire des escapades. Leur premier réflexe, a priori, n'aurait pas dû être celui de sortir leur arme. Alors, je tente de peser les pour et les contre dans cette affaire et je vois quand même en cela un malheureux concours de circonstances. En effet, le jeune Eric n'a pas choisi le meilleur jouet pour sortir. Un pistolet en plastique peut être effrayant. Surtout quand on sait qu'à ce moment-là, la police recherchait activement un suspect violent, parallèlement à notre histoire. Suspect qui avait déjà été attrapé et n'avait même pas eu l'information. Donc j'imagine que dans cet état de fait, ils ne se sont pas dit que le pistolet était en plastique, vu qu'ils étaient à la recherche active d'un suspect qui avait menacé de mort sa compagne. D'autre part, lorsqu'Eric leur a tourné le dos, ils ont peut-être pensé à un forcené prêt à tirer sur des passants, des habitants du quartier, qui les avaient appelés à la rescousse en signalant Eric. On peut aussi blâmer dans cette affaire le protocole de défense de la police qui a été d'agir dans l'immédiat. Une affaire donc assez complexe, et il est très difficile de trancher avec équité, si je puis m'exprimer ainsi, car le but des forces de l'ordre est avant tout, même dans le doute, d'assurer la sécurité des individus et de lutter contre n'importe quelle menace. Il est donc peut-être difficile dans cet état de fait, de s'adapter à n'importe quelle situation, surtout quand on doit agir très vite. Et c'est peut-être cela qui a penché en leur faveur dans la balance judiciaire. On ne peut que déplorer la perte d'Eric, qui était selon toute description un garçon extraordinaire, loué pour sa gentillesse et son affection, et qui a quand même reçu 25 balles, ce qui me paraît plus qu'excessif. J'espère vraiment que sa famille parviendra à se reconstruire. Ils n'ont, quant à eux, pas contesté la décision du tribunal, même s'ils n'étaient pas d'accord avec ça, bien évidemment. Ils ont quand même perdu leur fils, et j'espère que ce drame fera prendre conscience des dangers des interventions mortelles, et donnera plus de souplesse dans les protocoles d'action des forces de l'ordre. Mais aussi à plus de communication entre les policiers, car s'ils avaient communiqué l'information selon laquelle le suspect avait été arrêté et incarcéré, peut-être que les policiers n'auraient donc pas confondu Eric avec ce suspect violent. Mais Eric en commentaire si tu es arrivé jusque-là, et j'ai très hâte de lire ton avis sur ce qui s'est passé. Évidemment toujours dans le respect, mais je vous fais confiance. Cette histoire était très triste, elle donne l'impression d'une injustice et de grande frustration, et j'espère l'avoir traitée de façon suffisamment objective. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à liker et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. C'est un petit geste qui m'aide grandement et je vois que la plupart des spectateurs ne sont pas abonnés, je vous vois sur YouTube Studio, soyez-en sûrs. Et Poupy aussi. Et abonne-toi sinon, Lay viendra te griffer comme un chat. Et il plaisante pas lui non plus.
Je te laisse aussi avec ma précédente vidéo. Si tu n'as pas froid aux yeux et si tu n'es pas claustrophobe, c'est pour toi. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est très important. Mes comptes TikTok et Instagram sont ici et là, si je te manque entre deux vidéos. And remember, you rock.